Bonjour et bienvenue au webinaire en langue française du WDI, l'organisation mondiale qui défend les droits des femmes basés sur le sexe, parce que les violences subies par les femmes sont le résultat de rapports sociaux historiquement inégaux entre les sexes et que cette inégalité a pour forme l'appropriation des femmes par les hommes et que cette appropriation des femmes par les hommes a pour origine l'appropriation de nos capacités reproductives, donc notre sexe. Ce n'est pas en raison d'un ressenti métaphysique quelconque que les femmes subissent des violences, mais bien en fonction de leur sexe. Et c'est pour cette raison que le WDI est à l'origine de la Déclaration des droits des femmes basée sur le sexe. Notre déclaration réaffirme les droits des femmes tels qu'ils ont été présentés dans la CEDEF, la Convention de l'ONU pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Notre déclaration, elle compte déjà plus de 38 000 signataires à travers le monde, provenant de 160 pays, et c'est un chiffre qui augmente de 200 signatures par semaine. Évidemment, nous vous invitons à signer notre déclaration à votre tour si ce n'est déjà fait. Notre déclaration, elle se compose de 9 articles, parmi lesquels l'article 1 réaffirme les droits des femmes fondés sur le sexe, l'article 4 réaffirme le droit des femmes à la liberté d'opinion et d'expression, et l'article 9 réaffirme le besoin de protection de l'enfant. Alors aujourd'hui, nous recevons Blandine et vous pouvez poser vos questions dans l'application questions-réponses de Zoom plutôt que dans le chat. Le chat, ce serait plutôt pour discuter. Mais pour les questions, essayez de les poser dans l'application questions-réponses. Blandine a 55 ans, elle est professeuse en sciences économiques et sociales au lycée. Le lycée en France, c'est un établissement qui reçoit des élèves entre 15 et 18 ans. Blandine est une militante féministe dans de nombreuses associations. Elle a fondé et préside une antenne d'OLF d'une cinquantaine de militantes. Elle est militante au mouvement d'UNI pour la fin de la prostitution. Elle est adhérente à l'Assemblée des femmes et adhérente aux chiennes de garde. Elle a fondé un groupe de colleuses et activistes féministes et évidemment, elle est militante au WDI dans laquelle elle a fondé le podcast Rebelles du genre. Il y a quelques années, nous étions nombreuses à constater isolément les absurdités du discours transactiviste et les violences de ce mouvement. Et en étant isolés, on était désespérés de voir que ce mouvement transmasculiniste attaquait les avancées fragiles pour les droits des femmes. Et c'est comme ça que de réseau féministe en réseau féministe, nous nous sommes toutes rencontrées et que le WDI France Nous Femmes a rejoint le WDI International. Et c'est comme ça aussi qu'on a monté ces webinaires en langue française, notamment avec le Québec. Blandine a été auditionnée au Sénat par un groupe de sénatrices mené par Jacqueline Eustache-Brinio, qui ont eu le courage de faire un travail formidable afin de comprendre les enjeux liés à l'explosion du nombre de transitions chez les adolescentes et les conséquences des pratiques de modification corporelle sur la santé de ces enfants. Il s'agit du groupe Les Républicains, c'est la droite en France, c'est pas l'extrême droite, c'est la droite. Et nous sommes nombreuses on aurait vraiment préféré que cette initiative vienne de la gauche, qui est pour beaucoup d'entre nous notre famille politique. Mais nous ne pouvons que remercier ce groupe de travail qui a mené de nombreuses auditions afin de fonder la proposition de loi qui a suivi et dont Blandine va nous parler. Alors bonjour Blandine, tu as été auditionnée au Sénat, donc comme je disais, comment est-ce que tu t'es retrouvée à être auditionnée au Sénat? Oui, c'est une bonne question. Comment je suis arrivée à cette galère? Comment est-ce que je suis arrivée? Alors, j'ai prévu un petit diaporama pour que vous puissiez à peu près suivre mon propos. Donc, voilà, hop. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Vous le voyez? Oui. Oui. Donc je vais essayer de poser un peu les termes du débat de cette question de la transition des mineurs en France, sachant que moi, mon point de vue, il est féministe. Je ne suis pas que féministe, mais je dirais que si je dois donner un mot pour me définir, ce serait quand même celui-ci. Donc je suis féministe. Alors comment est-ce que je suis arrivée au Sénat?
Ben, en fait, il y a eu une succession d'événements qui m'ont amené petit à petit à prendre conscience que ben, il y avait un petit souci. Euh, et puis de prise de conscience en prise de conscience, eh bien, je suis rentrée dans l'action. Des prises de conscience, au début, si vous voulez, au début, je pense que j'étais comme tout le monde, c'est-à-dire presque tout le monde. C'est-à-dire que quand on me parlait de personnes transsexuelles, j'étais dans une sorte de bienveillance un peu compassionnelle. Les pauvres, peu chers, quoi. C'était de notoriété publique, c'était des personnes qui souffraient beaucoup, et donc c'était toujours des hommes d'ailleurs. Et donc voilà. Et puis pour moi, le mot LGBT, ça voulait tout dire. Donc c'était un grand paquet dans lequel on mettait tout ça. Et je ne m'intéressais pas particulièrement à la question, en dehors du fait que je voulais avoir l'air bien comme tout le monde. Donc voilà. Et puis petit à petit, bah, comme si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez eu aussi cette prise de conscience, ou en tout cas que vous y réfléchissez. Bah, petit à petit, il y a des choses qui sont arrivées, des petites remarques qu'on m'a faites. Par exemple, un jour, je suis allée voir un mémorial de personnes déportées pendant la Seconde Guerre mondiale euh, au, euh, au camp d'Émile, vers Aix-en-Provence, et il y avait quelqu'un qui avait gratté le mot transsexuel et qui avait remplacé par transgenre sur le mémorial. Je m'étais dit, mais quoi? À quel moment on efface un mot dans un mémorial et on le remplace par autre chose? Puis ça m'a un peu interpellée. Et puis d'autres choses, je voyais des hommes arriver sur des compétitions sportives de femmes, etc. Donc ça me chiffonnait un tout petit peu. Et puis j'en ai un peu parlé autour de moi. Et puis finalement, comme je suis effectivement, comme tu l'as dit, Marie, dans pas mal d'associations féministes, eh bien, j'ai un bon réseau de féministes et je me suis rendu compte qu'on était quand même un certain nombre, je dirais toutes celles qui ont une pensée un peu construite, à se dire, là, il y a un truc et on ne peut pas rester comme ça. Tu fais partie de ce groupe, Marie aussi, et il y avait Marie-Joseph aussi, enfin on était quelques-unes, et on a dit, bon, on va commencer, on va faire une première réunion, une visio, et on a créé le groupe qui s'appelait Nous Femmes. Voilà. Nous Femmes, donc un groupe, comme son nom l'indique, de femmes qui disent, mais non, on ne veut pas être effacé, on veut continuer à exister en tant que femmes. On n'est pas des personnes à utérus, on n'est pas des personnes à vulve ou éventuellement pour les lesbiennes, des vulves qui ont du sexe avec des vulves. Enfin, moi, je ne suis pas lesbienne, mais je trouve que c'est un mot ça me rendrait un peu chafouine qu'on m'appelle comme ça. Donc ce mot, voilà, ce groupe s'est créé, donc quelques-unes au départ, puis quelques dizaines ensuite. Ce groupe est devenu, et ensuite, s'est raccroché au groupe mondial WHRC, Women's Human Rights Campaign, qui donc parlait de cette campagne pour que les droits des femmes soient basés sur le sexe, qui a dû changer de nom pour une histoire juridique, est devenu WDI, Women's Declaration International. Donc aujourd'hui, notre groupe, c'est WDI France, et notamment francophone pour ce qui est des webinaires, puisque ici, on a parmi nous des amis du Québec, de Belgique, de Suisse et bien d'autres endroits où on parle le français. Donc, dans ces réunions qui se font essentiellement par Zoom, et d'ailleurs, on pourra peut-être en parler à la fin si vous voulez nous rejoindre, c'est possible, maintenant ça devient possible, eh bien, on avait tendance à parler de qu'est-ce qui nous avait amené là, parce que c'est quand même une situation très compliquée, assez difficile à comprendre. Et on échangeait sur ce qu'on appelle nos pics trans, c'est-à-dire le moment où on s'est dit, waouh, il y a un truc qui va pas bien, il faut changer quelque chose. Et on a toutes raconté notre parcours et on s'est rendu compte qu'on n'avait pas deux parcours identiques. On avait plein de bonnes raisons d'arriver à la même conclusion. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de créer le podcast pour faire témoigner des femmes, à la fois déjà pour combattre la silenciation. Donc ça, c'est vraiment les trois objectifs du podcast. S'exprimer sur un sujet qui nous concerne. On est quand même, comme on dit, les premières concernées. Je suis désolée, mais quand on dit laisser parler les concernés, et pour tous les sujets qui concernent les femmes doivent pouvoir s'exprimer. Euh, Elles doivent pouvoir aussi entendre les témoignages d'autres femmes.
Donc, on a choisi également de diffuser leurs paroles pour que d'autres personnes puissent les entendre, se sentir moins seules aussi, pour provoquer ces fameuses prises de conscience, ces fameux pics trans, ou aussi tout simplement pour briser la solitude ou le sentiment parfois de désespoir, parce que je reçois des messages vraiment de personnes qui parfois sont désespérées de sentir à quel point le monde tourne à l'envers, et donc on lutte contre cette solitude-là. Et le dernier point, c'est aussi de documenter un phénomène qui, à mon avis, qu'on regardera avec de la stupeur dans les années à venir, quand on aura enfin réussi à revenir sur des choses un peu plus raisonnables, sur le bon sens. Donc, on était quelques-unes au départ à avoir cette idée de créer un podcast. On était 5 ou 6. On a travaillé le concept, trouver un titre, enfin, travailler sur ce qu'on voulait vraiment faire. Et on a commencé à recueillir des témoignages. Bon, progressivement, et c'est essentiellement lié à la charge de travail, ben j'ai fini par me retrouver presque seule, hein, pour faire tout. Et j'ai aujourd'hui un groupe de femmes qui m'aident pour les transcriptions des témoignages. Mais sinon, je fais tout le reste seule. Aujourd'hui, si on fait le point, on a publié 95 témoignages. Le dernier, je l'ai publié il y a 2 jours. Ces témoignages sont accessibles sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, sur X, sur Threads, audioblog, sur les chaînes de podcast, les principales. Donc, vous pouvez vous abonner. Et également, un travail important est fait aussi de transcription. Donc, on fait une transcription systématique de tous les témoignages et c'est accessible sur WordPress Rebelle du genre. Voilà. Et dans nos projets, ben, un jour, un site web. Donc, s'il y a des personnes qui ont soit les compétences, soit les ressources financières pour financer un site web, ben écoutez, enfin, moi je suis preneuse, hein, sachant on travaille avec un budget égal à 0, donc à Rebelle du genre. Voilà, donc le site web nous permettrait quand même comment dire, de mettre en sécurité la parole des femmes, puisqu'on est aujourd'hui à la merci des humeurs de Instagram, de Twitter, de Facebook, qui à un moment donné vont dire ah, c'est discours de haine, et ça arrive régulièrement. Chaque fois que je fais appel, je gagne toujours. Mais ce n'est pas du tout exclu qu'à un moment donné, on considère que je n'ai pas le droit de penser ce que je pense et il faut faire taire les femmes. De toute façon, il faut faire taire les femmes, c'est la règle. Donc, un site web nous permettrait d'être un peu plus en sécurité. Voilà, donc ça, c'est le projet. Évidemment, ça demande des moyens financiers et du temps. Voilà, donc bonne volonté, bienvenue. Et donc, j'ai recueilli au fil du temps la parole ouais, plus de 100 femmes, parce que j'en ai publié 95, mais il y en a que je n'ai pas pu publier pour différentes raisons, notamment des questions de risque, hein, de danger pour les femmes qui témoignent. Et c'est vrai que l'intérêt de ces témoignages, c'est qu'ils abordent le même objet sous plein d'angles différents. Donc, ça permet moi, ça m'a permis de développer une vraie expertise sur cette question-là. Il se trouve qu'il y a eu donc à ce moment-là des sénatrices des Républicains qui ont décidé de faire un groupe de travail pour se poser aujourd'hui les questions sur ce phénomène qui est quand même un phénomène exponentiel en France et on va dire, dans le monde développé un peu partout. Et ces sénatrices, elles ont été aidées notamment par Céline Masson et Caroline Eliachev qui ont sollicité des expertises. Et moi, j'ai été sollicitée donc, en tant qu'experte pour apporter le point de vue des femmes et des féministes sur la question de la transidentité. Voilà, donc ça, c'est une introduction un petit peu longue pour dire, voilà, donc j'ai donc été invitée au Sénat. Et donc j'y suis allée ce jour-là avec. Donc c'était une demi-journée qui était enfin qui était vraiment réservée à la question des droits des femmes et aussi des enjeux féministes et des filles. Donc c'est vraiment là-dessus qu'a porté ma présentation. Donc j'y suis allée le 12 juillet 2023, donc pour l'après-midi, et j'étais invitée avec Michel Vianès, donc, qui préside l'association Regard de Femmes. Et j'ai proposé de venir avec Kathleen Stock, que j'avais interviewée
dans mon podcast, donc professeuse de philosophie, et qui a subi du harcèlement de masse pour avoir dit que être une femme, c'est une réalité matérielle. D'ailleurs, c'est une grande chance que j'ai. En fait, ce podcast m'a permis de rencontrer des tas de femmes super intéressantes, certaines connues, certaines moins, ou pas du tout. Et en tout cas, c'est vraiment le point, énorme point fort pour moi, c'est vraiment toutes ces rencontres que j'ai pu faire et toutes ces amitiés qui en sont restées. Voilà, donc je le dis parce que c'est pas que difficile, c'est aussi génial. Voilà, et donc on est allé au Sénat avec Kathleen ce jour-là. Donc je mets ma petite photo, là, c'est mon petit instant de gloire, les heures du Sénat. Alors qu'est-ce que j'ai dit au Sénat du Oui, coup? alors voilà, je voulais te demander qu'est-ce que tu as dit et puis surtout préciser que moi je sais ce que tu as dit puisque j'ai écouté le hors-série de Rebelles du genre. Je vais mettre le lien dans le chat. Donc si vous voulez aller écouter, je vais vous mettre le lien dans le chat. Mais toi, tu vas nous dire là en direct ce que tu as raconté à cette audition. Voilà, exactement. Alors, donc, je vais essayer de faire un peu vite parce que vous pouvez réécouter toute l'audition, elle est en ligne. Donc, je vais faire une petite synthèse. Et je vous invite par contre à poser des questions. Vraiment, ce qui m'intéresse ici aujourd'hui, c'est bien sûr que vous rendre compte de ce que j'ai fait. Mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir ensuite discuter. Donc, n'hésitez pas à poser des questions vraiment sur toutes les parties, tout ce que j'aborde. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse en discuter. Enfin, voilà, moi, on n'a jamais raison toute seule, en fait. C'est intéressant de faire collectivement, quoi. Alors, donc, mon intervention au Sénat. Alors, le parti pris, c'était de dire, déjà, la première chose, c'est une idéologie. La question de la transidentité, c'est une idéologie. C'est-à-dire que euh, ça n'existe que dans la tête des gens, hein, l'idéologie de genre, des penseurs postmodernes qui ont commencé par se convaincre eux-mêmes, puis convaincre un peu des gens autour d'eux, puis aujourd'hui des millions de personnes, qu'on peut éventuellement avoir une identité, un cerveau d'un sexe différent de notre corps. Donc, on est dans quelque chose qui est euh, complètement métaphysique, hein, métaphysique, voire religieux. Séparer l'âme du corps. Pour moi, en fait, qui suis matérialiste, ben, en fait, quand on meurt, on meurt. Et donc, notre corps, c'est nous. Nous sommes nos corps. Voilà, nous sommes nos corps. Et à partir de là, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qui est aussi super important et qu'on doit vraiment garder à l'esprit tout le temps, qui est primordial, c'est qu'aujourd'hui, sur le plan de la santé, il y a rien qui démontre qu'il y a un bénéfice-risque, un rapport bénéfice-risque satisfaisant, ni même acceptable pour les personnes qui transitionneraient socialement, médicalement, chirurgicalement. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui détruit la santé et qui n'apporte pas ce qu'on prétend que ça apporte, c'est-à-dire une prévention du suicide, etc. Enfin, tout ça, c'est pas démontré du tout. C'est même le contraire qui est démontré. Donc, on pourra en parler après si vous voulez, hein. Voilà. Donc, je pense que je peux avancer là-dessus. Donc, on a une idéologie qui est particulièrement dangereuse pour les filles. Et déjà, un truc fou, c'est dire, ben, on perd de vue complètement une chose, c'est que les enfants ne sont pas des adultes. J'aime bien le dire comme ça. Si le mot enfant existe, c'est parce que c'est autre chose qu'un adulte, hein. Donc, les enfants ne sont pas capables aujourd'hui de comprendre les implications des décisions. On ne les laisse pas conduire, on ne les laisse pas fumer, on ne les laisse pas se tatouer, on ne les laisse pas sauter du troisième étage s'ils pensent qu'ils savent voler. Mais pourtant, on aurait un bébé de quelques mois serait capable de dire, en arrachant sa barrette, je ne suis pas une fille, ce qui n'a strictement aucun sens. Donc, on part du principe que des enfants seraient capables de revendiquer, même pas seulement de consentir, mais de revendiquer de devenir castrés, stériles et handicapés, euh, au motif que, à un moment donné, quelqu'un les entend dire, voire même leur susurre, t'es peut-être un garçon dans le corps d'une fille. Donc, première chose, voilà. Alors, en plus, cette histoire de l'âge, c'est très
la négation de l'âge, c'est aussi un truc de pro-pédophiles, hein. Les pédocriminels, c'est leur truc aussi de dire les enfants peuvent consentir à tout. On est exactement dans la même logique d'abus par des adultes, des hommes adultes essentiellement, sur des enfants. C'est des hommes adultes qui d'ailleurs se transidentifient parfois petite fille, puisque après tout, on peut se transidentifier fille, pourquoi pas aussi petite fille directement. Ça, c'est très pratique pour arriver dans les vestiaires des enfants. Alors, la transition, pourtant, elle est mauvaise pour la santé. Ça a été démontré par Abigail Schreier dans son essai qui s'appelle Dommages irréversibles. La transition fait courir des risques pour la santé des enfants et en particulier pour les filles. Les filles qui ont un certain nombre de facteurs de risque. Il faut savoir que quand on regarde dans les transitions des enfants, aujourd'hui, on a à peu près 75% des jeunes qui transitionnent qui sont des filles. Et donc, on est complètement donc dans un chiffre qui doit nous interroger et que personne ne questionne, enfin, à part nous, les féministes. Mais on doit quand même questionner ça. Comment ça se fait que tant de filles euh, disent qu'elles se sont trompées de corps? Ben, en fait, on a un certain nombre de facteurs de risque, hein. On sait que dans les filles qui transitionnent, donc dans celles que j'ai rencontrées, je pourrais citer un peu des témoignages. Bah, elles citent beaucoup le fait d'être comment dire, confrontées à la pornographie, soit directement, soit indirectement, c'est-à-dire vivre dans un environnement où des garçons, où leurs parents regardent de la pornographie, ou des garçons, par exemple au collège, regardent de la pornographie, ou les forcent à regarder de la pornographie. L'hypersexualisation en général fait que ces filles, elles n'ont pas du tout envie de devenir ce qu'elles voient sur ces images-là. D'ailleurs, la plupart de ces filles-là se disent plutôt non-binaires dans un premier temps. Elles n'ont pas du tout envie d'être des garçons, elles veulent juste pas être des filles, elles veulent échapper à ça. Ensuite, on a un autre facteur, entre guillemets, de risque, hein, c'est le fait d'être lesbienne ou bisexuelle, puisqu'on a 70% de lesbiennes et 20% de filles bisexuelles dans les jeunes filles qui transitionnent. Donc on est complètement en dehors des statistiques, enfin de la probabilité, hein, si c'était quelque chose d'aléatoire. Donc on a bien un impact de la lesbophobie. Pourquoi? Ben parce qu'il y a sans doute plus de résistance aux normes de genre, notamment à l'hétérosexualité, bien sûr, mais aussi une petite comptine qu'on leur fait, qu'on leur chancerine comme ça, en leur disant, bah, si tu es attiré par des filles, c'est sûrement que tu es un garçon, quoi. Ensuite, on a une grosse prévalence de l'autisme. Donc, beaucoup de filles autistes dans le spectre autistique se transidentifient. Sophie Robert a sorti récemment une vidéo là-dessus. Donc, je vous invite à aller voir sur sa chaîne Dragon Bleu TV une émission très intéressante sur le rapport entre le fait d'être autiste et le fait de se transidentifier. Bon, après, il y a encore d'autres facteurs de risque, notamment le trouble de l'attention, et puis bien sûr le fait d'avoir été victime de harcèlement scolaire, qui est à la fois une cause euh, enfin une conséquence du fait d'être différent et une cause d'avoir envie d'être différent, hein. Donc voilà. On a aussi l'abus des réseaux sociaux, notamment pendant le confinement, les réseaux de type Discord, les réseaux de type TikTok. Donc là, on a eu beaucoup de cas. On pourrait citer les témoignages 31 de Danielle, qui est étudiante en médecine, autiste et lesbienne, qui d'ailleurs témoigne dans le témoignage, dans l'émission Dragon Bleu TV. On a également Mel, témoignage 37, qui a été hospitalisée pour dépression, qui raconte comment en hôpital psy, elle se retrouve avec que des personnes quasiment qui se transidentifient donc, et qui se convainquent ensemble de... Donc tous les problèmes psy sont aussi des sources de transition. Éléonore aussi, qui a un trouble bipolaire, qui explique le fait d'être dissociée, l'amène à penser que elle est pas que son corps n'est pas le bon et que du coup elle doit changer de sexe. Et heureusement, sa psy fera le travail inverse. Bon, globalement, on a aussi chez les filles
la promotion de toutes les pratiques sexuelles extrêmes comme le BDSM, et, enfin, on appelle ça de la pratique sexuelle, enfin, on va plutôt parler des violences sexuelles, le BDSM, la pornographie, voire même la prostitution, qui sont vantées par les transactivistes. Et si vous devez regarder un seul témoignage, ce serait celui d'Axel que je vous encourage à écouter. Donc, c'est le témoignage 62 et elle raconte son parcours, donc victime de violences sexuelles dans l'enfance. Elle tombe entre les mains de pédocriminels dans une secte. Ensuite, elle se sauve. Puis ensuite, elle est récupérée par des transactivistes dans ce qu'on appelle un squat queer. Donc voilà. Et le planning familial de Grenoble, l'association Rita notamment, va la recevoir et ne lui posera aucune question sur ce qui ne va pas bien chez elle, alors qu'elle est anorexique, qu'elle est, elle s'automutile, elle a beaucoup de cicatrices d'automutilation, de scarification. Eh bien, en une visite, paf, elle transitionne socialement, médicalement, et ensuite, elle va finir par être opérée d'une double mastectomie. Tout ça, voilà, le planning familial lui envoie des ordonnances par la poste avec des consultations une fois de temps en temps en visio et jamais la moindre question sur qu'est-ce qui a pu l'amener à penser qu'elle était trans ou que ce serait mieux si elle devenait un garçon. Donc ça a été extrêmement violent pour elle et heureusement, elle a été aidée par une psychologue elle raconte que pour être aidée, sa psychologue l'a forcée à se regarder dans le miroir. Et elle disait, c'était insupportable. La première fois, j'ai pas pu ouvrir les yeux. Puis la deuxième fois, quelques secondes. Et puis jour après jour, se regarder de plus en plus jusqu'au moment où elle va réintégrer son corps et son sexe. Et effectivement, reconnaître elle est une fille, une femme, et qu'il il faut qu'elle fasse le chemin inverse dans la mesure où c'est possible. Hein. On ne peut pas détransitionner complètement. Il y a des choses qui ne reviennent pas, comme par exemple la voix, une fois qu'on a mué, la voix, c'est irréversible. Voilà, donc tout On ça ne pour bouge dire pas. que, voilà, c'est affreux, je suis désolée, là, c'est pas cool. Hein. Moi, ce que je peux dire, c'est que ces filles, toutes ces filles que j'ai entendues, et j'en ai entendu tellement, elles ont besoin d'être aidées. Elles ont besoin d'être accompagnées. Elles ont besoin qu'on les soutienne, qu'on s'intéresse à elles, qu'on s'interroge sur ce qui les amène à penser ce qu'elles pensent. Elles n'ont pas besoin de changer de sexe. Elles ont, en fait, les faire changer de sexe, c'est les empêcher de parler des violences spécifiques qu'elles vont avoir subies en tant que filles. Et ça, c'est encore une façon de ne pas voir le problème et de ne pas le traiter. Les activistes, les prosélytes des droits des trans bloquent toutes les pistes d'exploration du mal-être des jeunes filles qui sont souvent dues aux violences sexistes et sexuelles. Et en fait, prétendent que tout serait dû à la transphobie. Alors évidemment, ce sont des filles qui vont mal, mais elles vont mal pour de vraies raisons et pas pour une prétendue transphobie. Et ce discours culpabilisant, il empêche toute possibilité de soins en psychotrauma. Et il semble beaucoup plus raisonnable, quand une fille se déclare trans, de chercher pourquoi elle va pas bien, euh, pas de lui couper les seins. On va dire que c'est pas forcément le truc le plus pertinent. Vous pouvez écouter les témoignages de deux psys. Alors, j'en ai eu plusieurs des psys. Il y a Clara, épisode 63. Il y a Fanny, épisode 67. Et puis, il y en a eu un autre, mais je ne veux pas dire son nom et je ne me souviens plus de son pseudo. Donc, plus loin. Donc, je ne peux pas vous dire le numéro. Voilà, donc on a des filles qui se retrouvent en plus. Alors en ce qui concerne les lesbiennes, on a l'autre problème qui est qu'elles se retrouvent en plus avec une pression sexuelle de la part des hommes qui se déclarent en femmes, étant juste excités par l'idée d'être des femmes, ce qu'on appelle des autogynéphiles, eh bien vont dire, ben oui, moi je suis attirée par une femme et je suis une femme, donc je suis lesbienne, donc les lesbiennes me doivent du sexe. Une logique purement masculiniste. C'est comme ça qu'on les reconnaît et vont mettre la pression sur les groupes, sur les lesbiennes, sur les lieux pour que les lesbiennes se retrouvent entre elles, les bars lesbiens qui n'existent plus, les clubs lesbiens qui n'existent plus. Par exemple, l'an dernier, l'application Her, qui est une application de rencontres lesbiennes, a exclu toutes les femmes qui refusaient les profils d'hommes, en fait.
donc sous prétexte de transphobie. Et aujourd'hui, bah, en Australie, elle en a parlé le mois dernier, Bronwyn Winter, il y a aussi on attend le résultat du procès d'un homme qui a été refusé sur une application de rencontre de lesbiennes qui s'appelle Jiggle et qui considère que c'est de la transphobie. Cette semaine, j'ai plusieurs amis qui m'ont envoyé des copies d'écran des sites de rencontres. Il y a entre 40 et 50% d'hommes dans les applications de rencontres lesbiennes. Voilà. C'est pas du tout un truc marginal, hein, c'est vraiment massif. Et en plus, enfin, ils font même pas l'effort, et tant mieux d'ailleurs, bon, d'ailleurs, même en faisant des efforts, on ne peut pas devenir une femme. Donc, voilà. Bon, l'autre problème pour les filles, en plus de ça, c'est ben, évidemment, elles perdent leur place sur les podiums, elles perdent leur place dans les équipes. Il y en a beaucoup qui, du coup, sont freinées dans leur performance sportive, en athlétisme, en natation, en cyclisme, dans les différents sports d'équipe. Chaque fois qu'un homme rentre dans une équipe, c'est une fille qui en sort. Et puis, ça devient dangereux, par exemple, dans la boxe ou dans les sports de combat. Les hommes prennent la place des filles. Donc, voilà. Donc, on a aussi ce problème-là, ce problème de l'émancipation des filles. L'accès au sport n'a pas toujours été évident pour les femmes et pour les filles. Et aujourd'hui, ben, on est dans une énorme régression et on considère que les filles doivent laisser leur place à des hommes qui se sentent femmes. Voilà. Alors, ce n'est pas de la transphobie de dire qu'un homme n'est pas une femme, hein. C'est juste la réalité. Alors, j'avance. Et alors, voilà, justement, cette idéologie, elle attaque nos droits, hein. C'est pas juste grotesque, euh, même si c'est grotesque, mais en plus de ça, ça attaque nos droits. Notamment, alors, tu l'as dit un peu, Marie, hein, les droits des femmes, puisque les droits des femmes, normalement, doivent être basés sur notre sexe, hein. Donc, on arrive... euh, la discrimination, comme tu l'as dit, à l'égard des femmes, elle est définie dans l'article 1er de la CEDEF comme toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe, qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice par les femmes des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Oui, le fameux droit de l'homme. Donc tout le monde comprend ce que c'est qu'une femme et un homme, sauf les transactivistes. Ceux-ci essayent d'imposer leur propre définition à l'ensemble du monde. Pourtant, c'est grâce au fait que tout le monde soit d'accord sur ces mots-là qu'on a pu avoir des avancées sur les droits des femmes, qui se basent sur la réalité des violences subies en fonction du sexe et pas en fonction de notre sentiment intime d'être une femme. On peut s'intéresser par exemple aux statistiques. Audrey, témoignage numéro 9, et Jeanne, témoignage numéro 12, sociologue, démontrent bien l'intérêt de faire des statistiques basées sur le sexe pour rendre compte de la spécificité des violences ou des inégalités dont sont victimes les femmes. Donc, on va invisibiliser les femmes et aussi les choses qu'elles subissent. Par exemple, on a le témoignage 35 de Bito qui a été victime de mutilation sexuelle, le repassage des seins. Et c'est pas du tout parce qu'elle se sentait une fille, hein, pas du tout. C'est parce que tout le monde avait bien compris ce que c'est qu'une fille et qu'un homme. Donc, au moment de commettre des violences, tout le monde le sait. Euh, les féministes qui défendent les femmes, c'est un peu le but, hein. Enfin, normalement, parce que les néo-féministes, a priori, défendent plutôt les femmes à pénis, mais nous, enfin, les vrais féministes défendent les femmes. Et évidemment, du coup, on n'est pas inactifs. D'ailleurs, si on est là ensemble ce soir, c'est bien pour cette question-là. Et du coup, chaque fois qu'on prend la parole, ben, on est ciblé, menacé. Bon, d'ailleurs, vous voyez, mon nom n'apparaît pas là aujourd'hui. Parce que quand on prend la parole pour défendre les femmes, eh bien, on peut perdre son emploi, on peut être insulté. Enfin, c'est pas on peut être insulté, on va être insulté, menacé de mort, de viol, on est ostracisé. Et ça, c'est peut-être même ça le plus difficile d'ailleurs à vivre, c'est on est mis à la marge comme si on avait fait quelque chose de honteux en voulant défendre les femmes. On a les cas par exemple, de Kathleen Stock, hein, qui est très bien documenté. Si vous voulez l'écouter, c'est les témoignages 50. Et on a aussi celui d'Annie F. Collin, qui est professeuse de philosophie au Québec, numéro 15, qui parle de ça. Dès qu'on essaye de parler de la réalité des femmes, eh bien, on devient transphobe. Les transactivistes essayent de nous faire taire dans la violence. Ils appellent à nous faire brûler sur des bûchers.
hein, donc brûlés, je redis, brûlés sur des bûchers, hein, voilà. Donc là, je pense qu'on parle de violence de masse, d'appel à la violence de masse contre les femmes, et personne ne fait rien. On ne peut plus manifester. Aujourd'hui, le 8 mars, c'est très compliqué de manifester sans craindre pour sa sécurité physique si on veut aborder des sujets qui sont spécifiques aux femmes. On est exclu petit à petit des mouvements pour les droits des femmes. Moi-même, j'ai fait l'objet d'un procès en sorcellerie par Oser le féminisme et j'ai été exclue, radiée du conseil d'administration de cette association dans laquelle je militais et à laquelle j'ai beaucoup apporté. Euh, bon, alors évidemment, ils vont pas dire à cause de ça, elles vont pas dire que c'est à cause de ça, elles ont prétendu que je suis bas d'extrême droite, évidemment, extrême droite et raciste, pour faire un bon petit combo, pour me rendre bien infréquentable. Bon, la vérité, c'est tout simplement que je menais en interne une lutte pour qu'on puisse enfin parler des droits des femmes basés sur le sexe. Voilà, donc on est exclu des mouvements féministes, des manifestations féministes. Dans les manifestations, eh bien, on peut se faire tabasser, comme par exemple Anicia, témoignage numéro 7, ou Muriel, ici présente, témoignage numéro 13, qui ont été molestés par des militants, donc l'une à Paris, l'autre à Bruxelles, par des militants se prétendant activistes des droits des trans. Euh, donc les menaces et les violences, je l'ai dit. Donc on est quand même dans une idéologie qui est totalitaire, qui sape notre lien social, qui met en danger nos institutions, nos libertés fondamentales et la démocratie. Alors évidemment, ça peut sembler grandiloquent ce que je dis là, mais c'est pourtant vrai. Déjà, la première chose, c'est qu'on va avoir des menaces sur le premier niveau social, c'est-à-dire la famille. Les enfants vont être encouragés à se méfier de leurs parents. On a des exemples, par exemple, le témoignage numéro 22 d'Esther qui explique qu'on lui disait que ses parents étaient sûrement transphobes, etc. Et on l'encourageait à prendre ses distances avec ses parents et on a même incité son amie à fuguer, ce qu'elle a fait. Hein. Donc, on a également un cas d'un transactiviste très connu américain, je ne sais plus son nom, mais bon, de toute façon, je ne veux pas lui faire de la pub, qui dit aux enfants, venez me parler en message privé, je peux être votre maman d'Internet. Comment? Pardon? Votre Et maman? il y a une femme qui a fait une vidéo pour se moquer de lui. Elle a eu tellement de menaces qu'en fait, elle a retiré sa vidéo parce qu'il a menacé, il a dit je sais où tu habites. Enfin, il est hyper violent, ce mec. Je Même, sais plus son nom non plus, mais il a donné l'adresse de l'école de oui, ses enfants sur les réseaux. oui, oui, oui. Et Donc lui, il fait voilà, très peur, ouais. ouais, c'est un fou furieux. Et donc voilà, donc là, on est vraiment dans quelque chose qui est... bon, là, on est quand même en lien avec la pédocriminalité, c'est clair. Hein, il y a une excitation de ces hommes, qui, en fait, à prendre toutes les fonctions des femmes. La fonction de mère aussi en fait partie. Et donc, on a aussi des jeunes qui se coupent de leurs parents, mais se coupent aussi de la société en général. Donc, vont passer de plus en plus de temps sur les réseaux, vont considérer que la société, les gens cis, c'est le diable et c'est transphobe, etc. Et donc, on va avoir des personnes qui vont se replier vraiment sur des petites communautés qui vont les conforter avec une espèce de chambre d'écho permanente sur je te valide, tu me valides, on se valide, oh là là, on est valide ensemble. Et ces personnes vont se retrouver petit à petit désocialisés. Ça pose des problèmes après pour l'insertion dans les études et professionnelles. Des personnes qui n'arrivent pas du tout à s'insérer ensuite dans la société. Bien sûr, ces enfants aussi vont être encouragés donc à dénoncer leurs parents pour transphobie. Hein, donc, on a des parents qui perdent la garde des enfants pour ce motif-là. Donc, les services sociaux sont complices de ça et peuvent placer des enfants en dehors de leur famille. On a l'exemple de Catherine, je crois, témoignage 36, dont le fils lui a été retiré et Et était alors, oui, d'une ce famille qu'ils app- dont le fils est lui-même se prétend trans aussi. et ce Ouais. qu'ils appellent transphobie, c'est le fait de ne pas adhérer à chacun des délires des Oui, transactivistes. C'est-à-dire que c'est même pas des propos haineux. À chaque fois, c'est simplement, bah, non, je n'adhère pas. oui, oui, en fait, le mot transphobie, je crois que c'est comme, il y a un certain nombre de mots qui se terminent par phobie, faut se calmer avec ça. C'est comme extrême droite, enfin, je veux dire, à un moment donné, on ne peut pas non plus passer notre temps à être terrifié par les mots qu'on utilise pour nous décrire, qui sont utilisés comme des armes, en fait, pour nous faire taire.
Transphobie, ça en fait partie. Personne n'a envie d'être perçu comme transphobe, comme on n'a pas envie d'être perçu comme raciste ou d'extrême droite, évidemment. Et la personne qui en est accusée, il y a toujours quelqu'un d'un peu niais qui va dire: ah ben oui, mais on ne va pas de fumer sans feu. Et si on lui dit ça, bah oui, mais c'est un moyen de nous neutraliser. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on ne fait pas? Ben, on ne s'occupe pas des droits des femmes. Voilà, on passe un temps incroyable et une énergie de fou à juste essayer de ne pas perdre nos droits. Et c'est ce que je fais, ça me désole. Parce que moi, je suis militante féministe, c'est pas pour passer mon temps à expliquer que les lesbiennes n'ont pas de pénis. Honnêtement, passer ma vie à dire non, 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 les femmes n'ont pas de pénis, les lesbiennes n'aiment pas les pénis, il n'y a pas de pénis dans les vestiaires des petites filles, etc. Moi, je suis féministe, je lutte contre la prostitution, je lutte contre la pornographie, je lutte contre le sexisme, je lutte contre les différentes violences, et elles sont tellement nombreuses. L'invisibilisation, les violences économiques, les violences psychologiques, etc. Et en fait, ce mouvement masculiniste me neutralise, moi personnellement, et pour de l'énergie, j'en ai beaucoup pourtant, hein, me neutralise parce que tout mon temps et ma créativité et mon intelligence sont au service de la phrase suivante: les femmes n'ont pas de pénis. C'est insupportable. Bon, enfin bref. Et oui, et surtout d'avoir à dire que si une lesbienne refuse le pénis, elle n'est pas d'extrême droite pour autant. Enfin voilà, c'est ça, c'est que. Elle est Non juste mais lesbienne. t'es obligé de dire C'est ça, pas grave. c'est du délire. C'est pas grave d'être lesbienne. On a le droit. Ouais, voilà. Voilà. Bref, on a. Alors, j'avance un peu plus vite parce que on me rend compte que je prends un peu trop de temps. Donc, globalement, on est en train d'assister, un peu sidéré, à un mouvement qui est en pleine dérive sectaire, qui développe des sottises, enfin, comme le coup de la lesbienne à pénis, par exemple, avec un argumentaire complètement délirant. Et c'est tellement délirant que ça nous sidère. C'est-à-dire qu'on ne sait plus, on ne sait pas réagir. En fait, quand vous avez quelqu'un en face de vous qui dit des choses qui n'ont aucun sens, vous ne pouvez pas réagir. Et c'est le but, c'est de nous sidérer pour nous silencier. Et pendant ce temps-là, eh bien, ces gens-là vont gangréner nos institutions. Je peux vous donner un certain nombre d'exemples. Premier exemple, moi je suis enseignante, hein, donc le 21 septembre 2021, il y a eu la circulaire Blanquer, qui est complètement lunaire et qui dit qu'on doit mettre les enfants dans les dortoirs ou dans les vestiaires selon leur identité de genre. Concept sans définition. On doit les appeler par le prénom de leur choix. Dans cette administration donc, où je travaille, on a un entrisme forcené du planning familial ce serait génial si le planning familial restait sur ses bases féministes, c'est-à-dire parler de désir, parler de plaisir, de consentement, de prévention, etc. En fait, moi, je suis déjà rentrée dans une salle de réunion dans mon lycée où il y avait genre 30 genres écrits au tableau et avec des points d'interrogation. Donc, manifestement, on s'était surtout interrogé sur de quel genre je suis, quel genre je veux être, quel genre je peux être, etc. Et donc, le consentement, le désir, a priori, ben, c'est dépassé, c'est fini. Hein. Et on ne parle même pas de la contraception. Donc voilà, donc là on a un entrisme de cette association-là spécifiquement, mais aussi d'autres associations, comme SOS Homophobie par exemple, ou plein d'autres, hein, qui rentrent dans les lycées, qui demandent à intervenir en dehors de la présence des adultes. Dans mon lycée, c'est sans adultes tiers, et qui vont remplir la tête des gosses de ces sornettes, en fait, de ces bêtises. Évidemment, ces jeunes vont le croire. Alors, moi, je suis dans un lycée, mais ça se passe aussi dans un collège. Hier, j'ai en parlé avec une amie qui disait que l'année où son fils était en quatrième, dans la classe, il ne parlait que de ça. Et il y avait 6 non-binaires dans la classe. Donc bon, on peut quand même se poser une question, d'autant que on est alors en France, on est dans un contexte où on a ce qu'on appelle la charte de la laïcité à l'école, c'est-à-dire qu'on n'est pas supposé partager nos croyances. C'est-à-dire que par exemple, les enseignants et enseignantes, mais les élèves aussi, sont supposés garder pour eux leur religion, leurs croyances, et les adultes notamment ne doivent pas parler par exemple de syndicalisme ou de politique, et encore moins, bien sûr, de religion. Mais qu'est-ce que c'est que l'idée d'un corps qui serait séparé de l'âme, de l'esprit ou de je ne sais pas quoi, si ce n'est pas une religion? Donc on est complètement dans un dogme qui a pignon sur rue, et ça, c'est très, très inquiétant. On demande aux enseignants de promouvoir cette idée-là, c'est tout à fait le contraire de notre rôle émancipateur. Ensuite, on a tout un tas en fait, elles marchent toutes au pas, les institutions derrière. La CAF qui publie
comment aider mon enfant trans, le ministère de la Justice qui forme des éducateurs de la PJJ à la transidentité, il y a un témoignage dans ce sens-là. La police, la justice qui incarcère les hommes dans des prisons en fonction de leur identité de genre, alors toujours sur la base aujourd'hui de leur état civil, mais on a quand même la France Insoumise ou Europe Écologie Les Verts qui veulent que ça se fasse sur la simple autodéclaration. Hein, donc n'importe quel homme pourrait être incarcéré dans les prisons pour femmes. Ils disent, oui, mais il y a quand même des femmes trans qui sont en prison à cause du travail du sexe et il faut qu'elles puissent aller avec les femmes. Alors, je vous explique. En France, si on est en prison pour du travail du sexe, terme qui ne veut absolument rien dire, la prostitution, c'est dit du travail ni du sexe. Si on est en prison pour cette raison-là, c'est qu'on est un proxénète, un criminel en fait. Et ce n'est pas des femmes, c'est des hommes. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont en prison. Et en fait, ils revendiquent, et notamment la France insoumise revendique que ces hommes puissent aller en prison avec les femmes qui, elles, sont en prison en général parce qu'elles ont été victimes de beaucoup de violences masculines. Donc tout ça, ça fait sens, bien sûr. On a bien sûr le parcours de le ministère de la Santé qui est complètement complice avec l'ALD 31 qui est accordé sur une simple déclaration, c'est-à-dire les remboursements de tout, les poils de ces messieurs, la voix de ces messieurs, le pénis de ces messieurs, les seins de ces messieurs, etc. Tout est remboursé, y compris dans l'autre sens. Et donc, c'est vous qui payez, hein, sachez-le, si vous êtes français et française. Voilà à quoi servent vos cotisations. Il y a beaucoup de fraude en plus. On a le témoignage 69 de Mouchgan qui travaillait dans un cabinet médical qui épilait les hommes. Parce qu'il faut le savoir, les femmes n'ont pas de poils. Donc, les femmes trans n'ont pas de poils, mais c'est nous qui payons. La police prend, aujourd'hui enregistre des plaintes pour mégenrage encore cette semaine, hein. Alors bon, je ne vais même pas en parler parce que c'est quelqu'un que je ne supporte pas, mais on doit pouvoir dire qu'un homme est un homme parce que le prix d'interprétation féminine à Cannes, il a été donné à un homme qui s'est exprimé en tant qu'homme. D'ailleurs, il a bien invisibilisé les autres femmes. C'est pour ça qu'on voit que c'est un homme. Donc on a bien toutes les institutions aujourd'hui qui sont en danger. Et c'est le cas, pas seulement en France, hein, mais dans beaucoup de pays où le simple mégenrage, c'est-à-dire ne pas être complaisant par rapport à la demande d'un homme d'être appelé par le sexe qu'il choisit, eh bien, ça peut vous amener en prison. Voilà. Donc voilà, alors, voilà, j'avais conclu, ça c'était ma présentation au Sénat, alors fait très très vite, hein. Mais donc, je disais, ce que j'avais conclu, c'était que les droits des femmes et les droits des filles sont en danger. Castration, stérilisation, amputation, médicalisation à vie, réduction de l'espérance de vie, cancer, destruction des familles, violences sexuelles, menaces de viol, menaces de mort. Moi-même, par exemple, je suis menacée de mort régulièrement, menacée de viol aussi. Harcèlement des lesbiennes, lesbophobie, dépenses de santé énormes pour créer des personnes handicapées, atteinte à la liberté d'expression, atteinte à la liberté de manifester, atteinte à la liberté d'association. Globalement, ça craint un peu là, hein. Donc, on est collectivement responsable. Si on est toutes réunies ce soir, c'est qu'on est conscient du problème. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à développer? Parce que si on continue à se taire, c'est être complice, hein. On a toutes peur, on est toutes terrifiées par ce qui se passe. Certaines perdent leurs opportunités, leurs amis, leur famille. Mais la question, c'est que si on continue à se taire, eh bien, ça va mal se terminer. Voilà, je pense que j'ai fini pour mon allocution au Sénat. Merci. Et c'était un grand moment, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais quand tu nous as annoncé que tu allais être auditionné, c'était ah, enfin, on n'avait jamais été entendu en fait à ce niveau-là. Et je me rappelle des réunions de préparation, parce qu'on l'a travaillé ensemble, Ouais. évidemment. Et ce que tu as dit, c'était vraiment super. Pour avoir écouté ton intervention, bravo d'avoir porté notre parole, quoi, parce que oui, voilà, comme je dis, c'était la première fois qu'on arrivait à être entendu comme ça. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire, parce qu'on en attendait beaucoup quand même, est-ce que tu peux nous dire ce qui en est sorti de cette audition? Oui, oui, alors je tiens quand même à dire que dans ce que j'ai écrit, bon, effectivement, c'était mon allocution, c'est moi qui l'ai écrite, mais je me suis basée notamment
sur le travail, sur ton travail, Marie, qui a fait un travail remarquable sur la question des violences en lien avec la transition. Donc, et puis d'autres femmes qui m'ont aidée, hein. Donc voilà, je dis je, mais c'est pas moi toute seule. Voilà. Alors, les suites. Alors, les suites, déjà, ben, il y a eu le groupe de travail des Républicains ont enfin sorti le rapport. Donc, ça a été un travail très long, hein, qui leur a pris de nombreux mois. Et ensuite, il y a eu une proposition de loi. Ensuite, je vais vous parler vite fait du rapport Cass et, et de la situation en France, qui est... Oui. Voilà. Alors, le rapport de transition. Alors, la transition d'identification des mineurs. Là, c'est le rapport que j'ai reçu dans une belle lettre tamponnée, le Sénat, machin. J'étais trop fière de moi, là, quand même, sur ce coup. Donc, un rapport énorme enfin, qui montre quand même un travail considérable, mais et une masse de travail énorme qui a été faite. 67 personnes ont été auditionnées, puis il y a eu beaucoup de travail, hein, de la part des sénatrices et puis des personnes qui les ont aidées, notamment Céline Masson et Caroline Légiachef. Alors, le rapport est sorti avec 17 préconisations. Des préconisations dans le domaine scientifique et médical. Donc, essentiellement, on va dire très rapidement, valider, prendre son temps pour faire des diagnostics, prendre en charge comme il faut les enfants qui vont mal. Là, on est bien sur des enfants, les mineurs, hein. Ne pas prescrire de bloqueurs de puberté aux mineurs, interdire la chirurgie de réassignation sexuelle aux mineurs, interdire la prescription d'hormones croisées aux mineurs et prévoir de former des personnes sur les effets de la transition, sur comment on le fait et surtout utiliser la science pour prendre des décisions médicales. Ça semble un peu la base quand même. Et des préconisations dans le domaine scolaire et administratif, abroger la fameuse circulaire Blanquer. Là, j'étais tellement contente de lire ça. Voilà, demander globalement, hein, qu'on rétablisse la vérité du sexe en protégeant notamment les filles dans les espaces non mixtes, recréer des espaces non mixtes, sanitaires, douches, vestiaires, etc. Interdire dans les établissements scolaires les associations qui ne respectent pas ces principes et mettre en place un petit peu de veille sur ces questions-là et arrêter avec le délire de on va supprimer le sexe à l'état civil et sur vos cartes d'identité. Voilà, ça c'était les préconisations. Alors, les préconisations, ensuite, ont fait l'objet d'une proposition de loi. Alors, on est en France, donc en France, il peut y avoir plusieurs façons de voter des lois. La règle, c'est que les lois, elles doivent être votées par l'Assemblée nationale, c'est-à-dire les députés et les sénateurs, le Sénat, chambre haute, chambre basse. Et il peut y avoir soit des projets de loi amenés par le gouvernement, soit des propositions de loi apportées par les parlementaires. Donc là, on a une proposition de loi apportée par les sénatrices. Et cette proposition de loi, elle a été donc discutée. Honnêtement, moi, quand je suis allée à Paris, on pensait que la loi serait jamais votée, que c'était une façon quand même de présenter le sujet, mais que ce serait jamais voté. Et en fait, les sénateurs ont quand même voté la loi. Alors, il y a un amendement quand même notable, c'est que l'interdiction des bloqueurs de puberté n'a pas été votée, elle a été supprimée. Donc, il y a un article qui a été supprimé. En revanche, il y a beaucoup d'autres choses qui sont intéressantes dans cette proposition de loi. Donc, notamment, voilà, donc vous voyez la ligne, le premier supprimé, donc ça, c'était les bloqueurs de puberté. Par contre, on ne peut plus faire n'importe quoi au niveau des hormones, on ne peut plus faire n'importe quoi au niveau des diagnostics. On se pose la question de ce que c'est que vraiment la dysphorie de genre. On demande aux gens, aux professionnels de santé de travailler en concertation les uns avec les autres, et notamment endocrinos, pédiatres et psychiatres. Euh, donc voilà, donc là, il y a vraiment des vraies avancées grâce à cette proposition de loi. Donc, demander aux médecins de se former sur cette question avant de faire quoi que ce soit. Donc, c'est un peu la moindre des choses. Voilà, avec des amendes à la clé s'ils ne le font pas.
une prise en charge, une stratégie de psychiatrie, notamment pédopsychiatrie, excusez-moi, avec un travail de maillage du territoire sur la pédopsychiatrie, loi votée le 28 mai 2024. Alors, on pourrait imaginer que c'est un grand succès. Alors, quand on regarde le répartition du scrutin, 180 pour, 136 contre, on voit clairement où est la gauche et où est la droite. On pourrait penser que c'est une victoire. Or, le Sénat est largement de droite, donc a voté globalement contre les transitions des mineurs, mais la gauche, ou en tout cas ceux qui prétendent être de gauche, ont voté contre. Alors, je dis prétendent être de gauche parce que comment peut-on être de gauche et ne pas protéger les femmes et les enfants, les droits des femmes et des enfants? Ça, c'est un point d'interrogation. Alors, cette loi, alors juste pour dire, ensuite, cette loi, elle doit normalement être examinée à l'Assemblée nationale qui doit la voter en l'état pour qu'elle puisse ensuite s'appliquer. Pour le moment, compte tenu de l'état on va dire, de l'opinion publique et les rapports gauche-droite, elle n'a aucune chance de passer à l'Assemblée nationale, sauf si, d'un coup, on avait des députés qui devenaient un peu plus intelligents et votaient de façon moins sectaire en se posant la question réelle de l'intérêt des enfants et de la société. Après, moi, je pensais déjà que le Sénat n'allait pas la voter, donc elle a été votée. Et il faut dire qu'on a quand même un contexte international avec notamment la sortie du rapport Cass, qui va vraiment dans notre sens. Le rapport Cass, c'est un rapport qui a été commandé en 2020. Donc, Cass, c'est le nom de la docteure Hilary Cass, hein, qui a fait ce rapport et qui s'est intéressée donc à la qualité des soins proposés aux mineurs s'identifiant comme transgenres ou souffrant de dysphorie de genre. Et ce rapport qui est sorti début avril recommande une approche décentralisée et holistique de la prise en charge des jeunes patients, c'est-à-dire le contraire de ce qu'on appelle une approche transaffirmative où oui, tu penses que tu es une fille, ah, tu es donc une fille. Donc une approche holistique, c'est notamment prise en compte du caractère psychologique, des différents problèmes que peuvent avoir les patients. Et ce rapport préconise donc le 10 avril 2024 une grande prudence dans la prescription de bloqueurs de puberté. Donc le fameux article qui a été refusé en France. Ce rapport, évidemment, il est critiqué par les principales organisations transactivistes mondiales, hein, qui tiennent notamment l'OMS, voilà, et le WPATH, bon, qui critiquent ce rapport, évidemment, puisqu'ils critiquent le fait de transitionner des enfants. Donc, il y a tout un tas de recommandations dans ce rapport CAS, mais ce qui est intéressant, c'est de dire pas de transition jusqu'à ce que les jeunes aient atteint une bonne vingtaine et en attendant, les soutenir psychologiquement et ne pas opérer avant 25 ans. Voilà, donc ça, c'est le rapport anglais. Et on nous dit, il faut que ces enfants soient suivis, il faut qu'ils soient aidés. Il faut arrêter de dire, on va vous couper quelque chose et ça va vous résoudre votre problème. On va vous soigner, en fait. Et le Tu, tu 29 as, tu as mai, mentionné la WAPTH. Je vous conseille vraiment d'écouter le dernier Rebelle du genre avec Yamour, parce que vraiment, si on veut savoir ce que c'est que la WAPTH, il faut écouter le dernier témoignage. Je vais le mettre dans le chat. voilà, c'est l'Association mondiale pour la santé des personnes transgenres. Alors, je mets des gros guillemets, hein, parce que c'est pas du tout pour la santé, c'est pour la chirurgie des personnes transgenres et la médicalisation au service de pédocriminels et d'autoginéphiles. Voilà. Vraiment, vous pouvez aussi, pour en savoir plus, je vous invite vivement, si vous ne l'avez pas encore fait, à voir le film de Sophie Robert, Mauvais genre, Un scandale sanitaire, donc le deuxième opus de Mauvais genre, qui détaille effectivement les impacts sur la santé de la médecine dite du genre et de la chirurgie, c'est-à-dire la boucherie du genre. Voilà, donc allez le voir par contre, vraiment, si vous voulez voir un film, allez voir ce film-là. S'il vous plaît, allez voir. Et ensuite, une fois que vous l'avez vu, gardez pas l'information pour vous, partagez-la. C'est ça qui est important. Bon, et quand même,
les Anglais, ils ont vu la lumière. D'un coup, paf, 29 mai 2024, bim, c'est terminé, plus de bloqueurs puberté pour les mineurs. Voilà. Enfin, les Anglais, qui ont été quand même les précurseurs, alors, précurseurs, normalement, c'est un mot positif, mais bon, on va dire je sais pas, les éclaireurs de cette médecine du genre, reviennent en arrière. Donc après, les Suédois, qui aussi sont revenus en arrière, et il me semble bien aussi les Danois, je ne suis pas sûre. Donc on a enfin quand même des gens qui se disent va peut-être falloir revoir notre copie. Alors du coup, bah, c'est génial, mais on ne vit pas en France, on ne vit pas en Angleterre. Nous, on a droit à la gauche la plus bête du monde. Alors, je tiens à dire que la gauche la plus bête du monde, c'est aussi quand même une genre de compétition. Il y a plusieurs pays qui concourent, hein. Donc, une amie canadienne m'a dit aujourd'hui, non, non, nous aussi, on concourt pour la gauche la plus bête du monde. Donc, je tiens à le dire, peut-être que c'est la France, peut-être pas la France. Mais en tous les cas, on a quand même des gens bien pensants à gauche, mais faudrait qu'ils pensent tout court. Alors là, on a par exemple l'homme chargé pour Amnesty International des questions de genre qui nous dit proposer d'entraver l'accès à des soins uniquement en raison de l'identité de genre est particulièrement scandaleux. Bah oui, mais l'accès à des soins, c'est l'accès à la mutilation hein, dont il parle. Les mineurs cisgenres peuvent accéder à des bloqueurs de puberté, des traitements hormonaux et des opérations aussi. Bon, il a pas pris l'option ponctuation. C'est Voilà. absurde. C'est débile. C'est complètement Alors, absurde. Enfin, justement, enfin, les mineurs, si ça existe, les mineurs cisgenres n'ont pas besoin de traitement pour. Enfin, c'est n'importe quoi. ce brave homme, alors il y a vraiment, on pourrait faire des dizaines de pages, hein, mais bon, Il est stupide. et ce brave homme nous dit aussi, le texte concernant adopté au Sénat hier constitue un assaut sérieux contre les droits des personnes trans. Alors on se demande quels sont les droits qu'elles n'ont pas, hein. Les personnes trans, moi à ma connaissance, elles bénéficient des mêmes droits que tout le monde dans ce pays. Ce qu'elles veulent, c'est des autorisations de faire des choses qui sont interdites en fait, hein. Alors il nous dit, heureusement, cette proposition de loi a peu de chances d'être adoptée à l'Assemblée nationale, mais elle risque déjà d'augmenter gravement la stigmatisation, le harcèlement et les violences. Ok. Et moi, ce que je trouve complètement délirant, c'est que dans le vocabulaire transactiviste, ils oublient, pour eux, il y a les personnes trans et l'enfance arrive après. Bien C'est-à-dire que sûr, là, des personnes trans, mais ils ne voient oui. pas que c'est des enfants. Enfin, lui, les Et droits des enfants, ça lui passe au-dessus de la tête, quoi. dans la prostitution, c'est la même chose. Ils vont nous dire des travailleurs du sexe, et en fait, on parle de filles qui ont 12 ans. Voilà, Oui, donc eh ouais. c'est pareil, c'est les mêmes. La notion de l'enfance, pour ces personnes, c'est une construction sociale, c'est quelque chose d'un peu arbitraire. Mm. Ah, là, on a la magie, Sandrine Rousseau. Les femmes trans sont des femmes, les hommes trans sont des hommes. Aussi vrai que les fascistes sont des fascistes. Eh oui, le mot est lâché, on est fasciste. Bravo, merci Sandrine. Les poissons clowns sont des clowns, les requins marteaux sont des marteaux, etc., etc. Je ne sais pas si Audrey est là, mais j'ai beaucoup aimé son post derrière. Non, 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 les femmes trans ne sont pas des femmes. Non, bah, non. Désolée, si on met un trans derrière, c'est que justement, tu n'es pas une femme. Le NPA, toujours à l'avant-garde des combats pour capitaliser sur le corps des femmes. Face à l'offensive anti-trans au Sénat, résister, contre-attaquer, les Républicains avaient constitué un groupe de travail à moitié clandestin. Ça veut dire quoi, moitié Alors, ce clandestin? jour-là, ce jour-là, je me suis habillée en gris, couleur des murs. Je voulais surtout pas Oui, qu'on me oui. remarque. C'était Mais je me clandestin. rappelle, on a trouvé un moyen de te déguiser et tout avant que tu y ailles. Oui, je me À rappelle bien. moitié clandestin, qui a travaillé dans l'opacité totale et contre les droits des personnes trans. Bien sûr. Mélanie, à toutes les personnes trans de ces pays, aux anciens et futurs adultes, vous n'êtes pas seuls. Voyez-vous, et ensemble, nous atteindrons l'égalité. Alors, on aimerait bien l'égalité femmes-hommes si c'était possible aussi. À toutes les personnes trans, soyez-vous, et ensemble, nous atteindrons l'égalité. OK? Oh, Manon Brie, total soutien à la mobilisation riposte trans. Partout en Europe, les réactionnaires s'attaquent aux droits des personnes trans. Face à cette offensive inédite, faisons bloc aujourd'hui dans la rue et le 9 juin dans les urnes pour défendre l'autodétermination du genre. Ben oui, c'est vrai que c'est le problème social le plus urgent. Et voilà, l'autodétermination, c'est tellement important.
Et Surtout les enfants, c'est important, hein. Yann Que les Brossa, la enfants soient France livrés à Insoumise. eux-mêmes, c'est important. Et là, on a un monument, Yann Brossa, la France Insoumise. Ils se sont opposés à la dépsychiatrisation de l'homosexualité, c'est fait. Ils se sont opposés au Pax, c'est fait. Ils se sont opposés au mariage pour tous, c'est fait. Ils s'opposent aujourd'hui aux droits des personnes trans. Nous ne les conquérons quand même. Ah, ben heureusement qu'on a la gauche, hein. Voilà. Ben voilà, maintenant je pense qu'on peut discuter. J'ai prévu un temps d'échange avec vous et Oui, merci de m'avoir écouté. merci beaucoup et posez vos questions dans l'application questions-réponses, hein, pour que je puisse les poser. Euh, En fait, juste dans les questions, il y a juste une question très simple sur le logo de Rebelle du genre. Ah, alors le logo. Alors, il y a deux logos en fait. Il y en a un qui est comme ça. Ça, c'est un symbole féministe qui représente nos vulves. Et celui qui est comme ça, attendez, je vais être explicite, c'est nos ovaires et notre utérus. Voilà. Et d'ailleurs, au passage, je fais de la pub pour The Famous Artist Birdie Rose, qui fait des t-shirts magnifiques de TERF. Voilà. Donc, c'est des attributs féminins. Pour les seins, c'était féminin, c'était déjà pris. Puis en plus, maintenant, comme tout le monde peut avoir des seins. Avez-vous d'autres questions? Oui, il y a une question. Est-ce que à gauche, alors je lis la question, est-ce que à gauche, Laurence Rossignol serait la seule à s'afficher Aïe, aïe, contre le aïe. transactivisme? Aïe, 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 aïe. Alors, c'est ce que j'ai cru longtemps. Mm. Je suis adhérente à l'Assemblée des femmes et j'ai cru encore jusqu'à récemment. Et je pense, en fait, je ne suis pas là pour parler à sa place. Donc, ce qu'elle a dans la tête, ça lui appartient. Par contre, elle est responsable des mots qu'elle emploie et récemment, elle a plutôt pris position très courageusement avec tout le reste de la gauche. Voilà, Laurence, non, Laurence nous a complètement lâchés récemment. Voilà. C'est, Euh, on va enfin, c'est vraiment une déception après, là. voilà. Mais effectivement, c'est une grosse déception puisque c'était quand même la seule qui osait un peu s'opposer à tout ça. Mais maintenant, elle commence à rentrer dans le discours victimaire de oh, les pauvres personnes trans qui meurent par centaines. Voilà, bon. Alors, Ben oui. vous pouvez avoir l'impression que je me moque, mais la vérité sur les morts des trans, hein, il faut savoir que cette année, et c'est tant mieux, il y a eu zéro personne trans assassinée. L'an dernier, pareil, et l'année d'avant, pareil. Et je crois qu'il y a 2 ans, il y en a eu une, ou 3 ans, et c'était une personne trans, c'était un homme qui a été assassiné par un autre homme dans un cadre prostitutionnel. Voilà. Donc, si on multiplie par 10 000 les morts des trans, ça fait toujours zéro. Voilà, donc je peux me moquer. Et, Les féminicides, il y en a par contre tous les 3 jours. Et là, c'est une régularité d'horloge. mais par contre, les morts liées à la violence du système prostitueur, ça, ils veulent pas en parler. Bien sûr, puisqu'ils sont pour la plupart pour, Voilà. pour le droit de prostituer le corps des femmes ou le corps des jeunes garçons aussi, parce qu'il faut savoir qu'on a aussi des filières d'immigration prostitutionnelle en provenance du Pérou, à Paris, hein, il y a eu un procès là récemment, en provenance d'Afrique, plutôt sur Marseille, en provenance d'Afghanistan également, Mouchgan, elle en parle un peu dans son épisode, donc 2 garçons qui sont réfugiés, qui obtiennent l'asile parce que l'identité de genre fait partie des motifs pour l'asile, de même que l'homosexualité. D'ailleurs, c'est une très bonne chose, puisque effectivement, ils sont menacés de mort dans leur pays. Sauf qu'en fait, ils prétendent une identité de genre. Ce sont souvent des victimes de violences sexuelles, notamment de chefs de guerre, par exemple, en Afghanistan, qui prennent des jeunes garçons, qui les violent, etc. Donc, ils arrivent en France, et là, ils tombent dans des réseaux où on leur dit qu'ils sont que pour avoir les papiers, etc., il faut qu'ils disent qu'ils sont des trans, et ils ont toutes les opérations, et ensuite, ils sont mis en prostitution, traite prostitutionnelle, dans différents réseaux. Voilà. Donc, il y a le Brésil aussi que je n'ai pas cité. Donc, Brésil, Pérou, Afghanistan et alors le pays d'Afrique, je ne veux pas dire de bêtises. Je crois que c'est Nigeria, mais je ne suis pas sûre. Il y a une question aussi sur le volet financier et capitaliste, évidemment, hein, parce que il y a vraiment, enfin, les industries pharmaceutiques, là, ils font de la thune avec ça. Donc, est-ce que ça a été abordé? Voilà.
Alors, moi, c'est pas mon sujet, je dirais, d'expertise. Dans le documentaire de Sophie, par contre, elle en parle beaucoup. Mais il faut savoir que plus on transitionne un enfant tôt, plus c'est irréversible et plus ça va rapporter, hein. Donc, c'est pour ça que les bloqueurs de puberté sont un peu au cœur de la discussion, parce que si on empêche la puberté d'un enfant, il sera dépendant toute sa vie du système médical, toute sa vie. Et les chirurgies seront bon, effroyables. Je ne veux même pas dire plus que... Bon, voilà. Ce sont des enfants qui ont quasiment aucune chance d'avoir une vie normale. Je ne parle même pas de sexualité, je parle de vie normale, de vie sans soins, etc. Et ça rapporte beaucoup, ça rapporte énormément. Donc plus tu transitionnes tôt, plus ça rapporte. Plus tu transitionnes tard, plus il est possible que tu conserves enfin, ton système, notamment les ovaires pour les femmes. Et donc, si tu renonces à la testostérone, etc., bah, tu pourras te rétablir. Et là, d'ailleurs, j'ai un témoignage à venir d'une jeune femme qui a détransitionné et qui va bien, justement, parce elle a échappé à ça. Elle s'est arrêtée juste avant l'ovariectomie. Donc, plus on transitionne tard, euh, moins c'est rentable pour, pour Big Pharma. Voilà. Mhm. Il y a des questions sur le rapport casse, parce que enfin, c'est complètement hallucinant. En France, on entend enfin, on lit des articles, on entend des infos sur la transition des mineurs, que c'est horrible qu'on les empêche de disposer de leur corps ou de coucher avec Euh, des adultes. Ah non, ils disent pas ça. Mais bon, oui. bah, c'est un peu le même genre de discours que les pédophiles des années 70, quoi. C'est-à-dire que les enfants, on leur laisse pas faire tout ce qu'ils veulent avec leur corps. Et effectivement, dans ce rapport CAS, il y avait énormément de choses. Et c'est délirant qu'en France, on n'en entende pas parler. Et tu parlais tout à l'heure d'un des éléments du rapport CAS sur le fait qu'ils n'arrêtent pas de nous dire, mais si on ne les laisse pas transitionner, ils vont se suicider. Et il me semble que ça, c'est dans le rapport CAS. Est-ce que tu peux en dire plus sur la balance bénéfice-risque au niveau des suicides? Enfin, Alors, elle est, oui. bah, Mais en voilà. fait, Bah. le rapport, il montre le contraire. C'est-à-dire que, enfin, et c'est même assez facile à comprendre, c'est vrai que le mantra, un des mantras, alors il y a le mantra, les femmes trans sont des femmes, qu'on peut dire 20 fois de suite pour être bien sûr de ça, mais un des mantras, ça va être, tu préfères avoir une fille morte qu'un garçon trans. Alors ça, c'est ce qu'on dit aux parents pour les faire flipper, et ça marche super bien. Moi-même, en tant que mère, j'imagine si on me disait un truc pareil, je serais complètement tétanisée à l'idée que mon enfant puisse se suicider. Et donc, c'est vraiment l'argument qui empêche la réflexion complètement. Et on raconte que donc, si l'enfant ne peut pas transitionner le plus vite possible, hein, surtout pas réfléchir et faire tout très vite, il va se suicider. Et parfois même, en plus, on les pousse à faire des tentatives de suicide. Par exemple, on a un épisode où je crois qu'elle s'appelle Clara, elle raconte que bah, en fait, sa fille, elle a été poussée à faire une tentative de suicide. Bon, elle s'est filmée en selfie en même temps, etc., avec l'arrivée des pompiers et tout, pour montrer à quel point ses parents étaient transphobes. Enfin, bref, il y a une mise en scène aussi. Bon, voilà, il y a ça. Mais dans les faits, concrètement, ce que montrent alors les études, j'ai pas les références là tout de suite, mais on peut les trouver assez facilement, c'est que les enfants qui transitionnent, enfin qui pensent être trans plutôt, n'ont pas un taux de suicide différent des autres enfants qui ont des problèmes psy. C'est-à-dire qu'il ne faut pas partir du principe qu'on peut comparer avec la population générale. Je vois que Magali, tu es là, éventuellement, tu peux mettre le lien pour l'étude. Euh, donc, évidemment, les enfants qui vont bien, qui n'ont pas de problème, qui ne transitionnent pas, et ben, ils se suicident moins que ceux qui ont des dépressions, des psychoses, etc., évidemment. Mais par contre, quand on regarde le taux de suicide des enfants qui se disent trans avec ces autres groupes de problèmes, d'enfants avec problème, ben non, il n'y a pas plus de suicides chez les enfants trans. Et par contre, ce que démontre aussi, je crois, c'est dans le rapport CAS, mais on le savait déjà, c'est que après la transition, les tentatives de suicide augmentent. Donc, autrement dit, c'est pas parce qu'on empêche les pauvres enfants de transitionner qu'ils se suicident, mais c'est plutôt le contraire. Et ça s'explique très très facilement. C'est-à-dire que quand on arrive au bout d'une logique et plus on voit de près le bout de l'impasse, plus on sait qu'on est dans une impasse. Et ça amène effectivement à des tentatives de suicide.
Et c'est pour ça qu'il faut absolument empêcher les transitions précoces des enfants pour pas qu'ils se suicident, justement. Je dirais même, il vaut mieux empêcher de transitionner ton enfant, c'est peut-être le meilleur moyen pour qu'il aille bien plus tard. Mais c'est vrai que si on veut comprendre les enjeux, je crois qu'il faut vraiment se renseigner sur le rapport CAS et en même temps sur tout ce que fait le WAPTH. Et du coup, il y a une question, est-ce que, enfin, franchement, si vous voulez avoir des infos sur le WAPTH, il faut vraiment écouter le témoignage de Yamour, elle donne plein de sources. Je ne sais pas si toi, Blandine, tu aurais d'autres éléments pour se renseigner sur la WAPTH. Ben, ouais, il y a le fil de Sophie et puis Oui, et Yamour. Puis après, ben, il faut, comme disent les transactivistes, faites tes propres recherches. Ben oui, mais les gens qui font leurs propres recherches et qui lisent, ben, en général, ils arrivent à la même conclusion que nous. C'est parce que ce qu'on a entre les deux oreilles, c'est-à-dire le cerveau, ça sert à quelque chose. Et donc, c'est aussi très bien de se renseigner soi-même, hein. Ne nous croyez surtout pas sur parole. je crois qu'il y Renseignez-vous. a le site Le Partage qui transmet pas mal de choses Oui, de... c'est vrai, merci. Donc oui, il y a le site Le Partage et le livre de Audrey Hart Oui, et Nicolas Cazot qui est remarquable, qui s'appelle né dans la mauvaise Il est dans la société. mauvaise société. Il est très complet, donc vraiment commandez-le sur le site Le Partage. Oui, c'est peut-être le livre que je vous conseillerais en priorité. Le livre de Nicolas et de Audrey qui est en vente et qui vraiment fait un tour exhaustif de la question. Et Oui, sur leur site, il y a de tous les travaux de, comment elle s'appelle, Geneviève Gluck, je crois, oui, Geneviève qui a beaucoup travaillé sur la WAPTH. Et vraiment, il faut aller voir parce que c'est tellement délirant oui. que... Oui, oui. Allez sur le site Le Partage, c'est vrai. Et oui, Geneviève Gluck, c'est une femme américaine qui est spécialisée sur cette question de la WPATH et comment dire, des lobbyistes trans. Et ouais, c'est assez sidérant de voir quand même à quel point ces hommes sont capables de décider très froidement, par exemple, de transitionner des jeunes schizophrènes, par exemple. C'est voilà, allez voir. Enfin, il faut le lire, enfin, il faut le savoir. Même si vous me croyez, ne me croyez pas sur parole, vérifiez. Donc, le site Le Partage, il est effectivement très bien. Où il y a aussi le livre de Pauline Arrighi qui est bien fait aussi, qui s'appelle Les Ravages du genre. Donc, Les ravages du genre, oui. vous pouvez lire. Voilà, donc ces livres qui sont. Alors, pour Audrey et Nicolas, c'est effectivement des. Attention, par contre, ils sont d'extrême droite, hein. Non, je crois Tu que c'est dis que pas. les femmes n'ont pas de pénis, forcément, Voilà, t'es voilà. d'extrême droite, Attention, hein. méfiez-vous, hein, méfiez-vous. Je crois que c'est marqué pour une critique socialiste du phénomène ou un truc comme ça, mais bon. Mais par Ouais, contre, il ouais. y a souvent des Mais, gens voilà, comme nous, moi, je suis tout le temps accusée d'être d'extrême droite. Bon, et justement, il y a d'autres questions sur la droite et la gauche. Alors, je lis qu'apparemment, monsieur Marico, le maire, là, qui avait ouais, M2F, il est sur une liste aux élections européennes écologistes. Alors, c'est pas les Verts, mais apparemment, il s'est mis sur une liste. Je sais ouais. pas si tu es au courant. Non, mais il surfe la vague, mais bon, après, il a aussi des propos sur à mon avis, bah, remarque, il est à la mode, hein, il est aussi anti-immigré. Euh, Ah oui, ah ouais, oui, ouais, ah oui, ouais, sympa. ouais. Et Ouais, du coup, est-ce que tu sais comment ils se positionnent les autres partis de gauche? Alors, la personne a posé, Isabelle a demandé Place République, ouais. Nouvelle Donne, PS. Est-ce que tu sais si les autres partis de gauche, je Alors, sens poindre la question, mais pour qui vais-je voter aux non, mais élections là, c'est européennes? un vrai peu. Ah bah, on a le choix, il y en a 37, hein. Alors, moi, je me suis Non, mais demandé si c'est j'allais fou parce acheter qu'effectivement, les un dé partis à de gauche, est-ce 37 qu'il y en a places. qui... Alors, à gauche, si on regarde bien, bon, NPA, on oublie, c'est vraiment des capitalistes du corps des femmes. LFI sont absolument pour la transidentité, ils sont odieux, vraiment, et dangereux sur ce sujet-là. Euh, alors, il nous reste. Alors, le Parti communiste, a priori, est propre là-dessus et également abolitionniste de la prostitution, de la pornographie. Mais un peu ambigu quand même, puisque il y a malheureusement en interne, hein, il y a du lobbying interne au Parti communiste avec des personnes qui rentrent dedans et qui essayent de faire bouger, supprimer les droits des femmes. Et ils ont refusé de voter la dernière, je ne sais plus comment ça s'appelle, leur gros truc là où ils votent une motion. Ils ont refusé de voter le fait que les droits des femmes doivent être basés sur leur sexe.
Mais on va leur laisser le crédit, peut-être ils n'avaient pas compris, le prochain coup, ils le voteront. Pour les socialistes, Sans ben, débat. c'est pareil, c'est compliqué, puisqu'on avait Laurence Rossignol qui nous défendait. Bon, on a quand même Gluckman qui trouve que la GPA éthique, pardon, GPA éthique, ça n'existe pas, c'est comme l'esclavage éthique ou le foie gras light, ça n'existe pas. Donc, Gluckman, il trouve que c'est vachement bien l'esclavage, donc je vois pas pourquoi il serait contre le genre. Donc, moi, pour moi, c'est non. Je sais pas, en fait. C'est la loose. Peut-être je vais voter pour C'est les la animaux. loose, hein. Oui. S'il y a une liste de chats, je voterai pour les chats. Les chattes, Bah, pardon. alors, on a bientôt, enfin, on arrive bientôt au bout, donc il y a vraiment des questions que je voudrais te poser. Euh, c'est vrai qu'il y a eu des plaintes pour mégenrage et on n'a pas eu les suites de ces plaintes. Est-ce qu'il y a eu des procès, est-ce qu'il y en a parmi ces plaintes qui ont abouti à des procès? Bah, pour le Est-ce moment, qu'on, il y a une plainte qui est instruite contre Dora Muto et Marguerite oui, Stern parce que, ou Dora, parce qu'elles avaient dit que Marico était un homme, ce qu'il est, hein, en réalité. On est d'accord que c'est un homme. Enfin, sauf lui. Mais bon, après, c'est la capacité des gens à s'induire eux-mêmes en erreur, hein. Voilà, on n'est pas obligé d'être complice de ça. Il n'y a pas d'article de loi qui nous force aujourd'hui en France à dire qu'un homme est une femme. Ça n'existe pas. Alors en Écosse, si vous dites ça, par contre, vous risquez 2 ans de prison. Sauf que le premier jour où la loi elle est apparue, c'était le 1er avril, J.K. Rowling, elle a carrément fait un post en disant un tel est un homme, un tel est une femme. Et venez me chercher, je suis prête. Préparer ma petite valise pour la prison, je peux m'occuper de la bibliothèque. Et du coup, il y a un juriste qui a dit non, non, on ne va pas la poursuivre. Donc, elle a libéré les femmes écossaises de cette terreur à ce moment-là. Mais la loi, elle dit quand même que tu peux prendre 2 ans de prison pour ça. En France, non. En France, ce qui est interdit, et c'est une très bonne chose, c'est de discriminer les personnes en fonction de leur appartenance à un sexe, à une race supposée, réelle ou supposée, en fonction de leur orientation sexuelle, de leur religion et de leur identité de genre. Alors, toujours pas définie, mais bon. on sait pas. En fait, en Ils gros, auraient l'idée, marqué, c'est de dire on on- discrimine pas les gens. Et ça, c'est une bonne chose. Mais dire que monsieur est un monsieur, euh, je te regarde, tu as un pénis, tu es donc un homme, et bien, oui. ça, c'est pas illégal, c'est pas une discrimination. Donc, vous avez le droit de Et le dire, et je vous encourage à l'utiliser parce que la liberté d'expression, elle ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. C'est comme le cerveau. alors, il y a une petite proposition. Enfin, alors, c'est l'idée d'avoir un, comme les mineurs, ils doivent apprendre à conduire et qu'il leur faut plusieurs leçons. Et en fait, dans la question, c'est de dire, ben, en fait, là, il n'y a rien qui permet en fait de savoir si ces enfants-là, ils sont en capacité de prendre la décision de transitionner. Les Euh, mineurs. alors, est-ce qu'on pourrait faire un permis? Enfin, je pense que ce serait un petit peu compliqué parce qu'on reviendrait à cette idée de dire qu'il y a certains enfants qui sont capables de coucher avec des adultes et d'autres pas, certains enfants. Enfin, c'est vrai que là, on commencerait déjà à rentrer dans l'idée que les enfants potentiellement peuvent consentir. Mais bon, Alors, moi, mon point de vue, il est très simple. Après, je sais que je n'ai pas l'avis de tout le monde, mais moi, sur cette question-là, je vais vous dire, pour moi, un enfant trans, ça n'existe pas. C'est comme les licornes. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'enfant trans. Il y a des enfants qui se pensent trans, il y a des enfants qui souffrent, et il faut chercher pourquoi ils souffrent, et on doit les aider. Mais un enfant trans, voilà, c'est comme les sirènes ou les licornes. Ça n'existe pas, il faut arrêter. Donc, il n'y a pas de permis, de quoi. Tu gagnes 2 points, on peut te couper le sein droit. Tu gagnes 4 points, on te coupe les deux. Non, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'enfant trans. Il y a des enfants que les parents ou l'environnement amène à croire qu'ils sont trans. Il y a des enfants qui souffrent et ils doivent avoir notre compassion. Ils doivent avoir de l'aide. Il doit y avoir des services de médecine et de psychologie, de psychiatrie dignes de ce nom. Il doit y avoir une prise en charge de ces soins-là. On doit arrêter de penser que les scalpels ou les hormones, ça va résoudre tous les problèmes. bon, une dernière question. Est-ce que, bah voilà, pour finir sur une note d'espoir, est-ce qu'on a de l'espoir avec ce projet de loi? Ben moi, j'aurais envie de dire que jusque-là, c'était un peu un projet outsider. On n'imaginait pas trop qu'il allait être voté. Il a été voté. Il est très raisonnable. Quand on lit ce qu'il y a dedans, c'est très raisonnable. Ça n'a rien de scandaleux. Euh, Moi, j'aimerais que nos politiques se rendent compte qu'ils sont là pour nous, pas pour nous, en fait, pour la société,
pour les gens qui votent, pour les gens qui payent des impôts, pour les gens qui vivent en France, et pas juste pour faire avancer leur agenda de la prochaine élection, le machin, la prochaine médaille que tu vas avoir parce que tu es un bon petit soldat. Euh, le mouvement mondial, on a quand même en Europe, on a quand même un mouvement, voilà, en Allemagne aussi, hein, ils commencent à se dire, oh là là, les bloqueurs de puberté, tout ça. Je vois pas pourquoi en France, on serait tout seul dans notre coin à dire, mais si, on a raison, tout seul. On a quand même des services de Oui. médecine qui sont compétents, des gens qui sont intelligents, enfin, j'espère. Donc, ça passera, pour moi, ça passera par le fait que les médias arrêtent de jouer cette espèce de jeu trouble du brouillage des messages et de la silenciation des personnes qui ont réfléchi à un sujet et de les empêcher de dire ce qu'elles ont à dire. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Blandine. Et on arrive à la fin du webinaire. Alors, je vais vous marquer parce que il va être retransmis sur notre chaîne YouTube. Je vous mets là tout de suite le lien vers notre chaîne YouTube. Je Merci, vois, Blandine. je vois dans le public qu'il y a pas mal de femmes qui ont témoigné pour Rebelles du genre. Je vous remercie, cœur sur vous. Voilà. Et oui, et merci à toutes de votre participation. Donc, pensez à signer la Déclaration des droits des femmes basée sur le sexe. Et il y a plein de bravos, de cœurs, enfin voilà, dans le chat. Notre prochain webinaire, il aura lieu le 7 juillet. Donc, vous allez recevoir par mail une invitation. Quand cette vidéo sera sur YouTube, on vous enverra le lien. Toutes nos vidéos précédentes sont déjà sur YouTube, donc je vous ai mis le lien dans le chat. Voilà, donc vous pouvez aller sur le site de womensdeclaration.com tout attaché pour signer. Et je vous dis à dans un mois où on recevra Ghislaine. À bientôt. Merci beaucoup, merci à toutes et à tous.